Ooh, yeah. Hi guys, j'espère que vous allez bien, que vos projets se portent bien, et si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des types de drépanocytose. C'est vrai que je devais le faire depuis, mais aujourd'hui je le fais en fait. Du coup, avant de commencer la vidéo, je vais toujours vous demander de vous abonner, d'activer les cloches de notification, de liker et surtout de partager. C'est d'abord moi-même qui cause le fait qu'on ait des types de drépanocytose. Ce sujet va s'articuler sur 3 points essentiels. Le premier point, ce sera comment c'est possible d'avoir plusieurs types de drépanocytose, voilà. Et le deuxième point, ce sera combien de types de drépanocytose nous avons et ce sont lesquels en fait. Voilà, et le troisième, ce sera une phase de conseils pratiques, voilà, pour pouvoir compter et croiser manuellement et voir à quel pourcentage c'est possible pour nous de donner des enfants drépanocytaires si c'est qu'on a un gène de drépanocytaire en nous. Comment ça se fait qu'il y ait des types de drépanocytose? Je vais vous expliquer le plus simplement possible. L'hémoglobine, qui est encore appelée bêta-globine, est constituée de 2 protéines. On a 2 types d'hémoglobine dans nos organismes. Donc ces protéines-là s'allient et forment un type d'hémoglobine. Et maintenant, il faudra refaire le même processus pour former l'autre hémoglobine. Vous voyez un peu. L'hémoglobine qui s'est formée par des protéines qui étaient malades s'est formée et ça a donné cette hémoglobine-là qu'on va appeler hémoglobine anormale ou alors en abrégé HbS. Voilà, pour S, c'est-à-dire hémoglobine S. Si l'hémoglobine HbS s'est alliée avec une autre chaîne d'hémoglobine qui a d'autres connotations, mais à type anormal, c'est ça qui va donner en fait la drépanocytose. Et c'est de là où on tient les types de drépanocytose. Parce que ce n'est pas seulement l'hémoglobine S qui est anormale, il y en a plusieurs. Pour être drépanocytaire, il faut donc nécessairement que l'une des chaînes de la bêta-globine soit donc déjà mutée en S, voilà, comme on a dit précédemment. Et maintenant que l'autre chaîne, voilà où c'est très intéressant, et que maintenant sur l'autre chaîne, la mutation soit en S, pour que ça donne la forme quoi? SS, qui est la forme la plus générale, parce que 70% des drépanocytes sont SS. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Maintenant, les autres possibilités, c'est dans le cas où pour l'autre chaîne bêta, la mutation soit donc en C. On parle de la forme SC. Voilà, donc un drépanocytaire peut aussi être pas forcément SS mais SC. Dans le type SC, la maladie est moins sévère. Voilà, la maladie est moins sévère que dans le type SS. Néanmoins, ils ont les mêmes complications que ceux de type SS. Voilà, l'âge adulte qui surviennent souvent. L'ostéonécrose aseptique, l'hyperviscosité aussi. Voilà, vous voyez, donc ils ont à peu près les mêmes symptômes que nous, mais on va dire c'est la forme enjolivée un peu de la drépanocytose. Voilà. La forme de drépanocytose est due carrément à un défaut de production de la chaîne bêta en fait. Genre, c'est juste un défaut. Genre, ça a cuit là-bas en fait. Et cette forme est appelée la forme bêta-thalassémique. Chez les bêta-thalassémiques, la sévérité est dépendante du degré d'altération des gènes bêta, du gène de l'hémoglobine en fait. Il existe donc le degré mineur, c'est-à-dire l'altération mineure. La forme mineure est donc due à la mutation d'un seul des 2 gènes bêta. Voilà, c'est un peu de ça que je parlais au début. Dans la formation de l'hémoglobine, les protéines qui constituent l'hémoglobine sont généralement identiques, ça veut dire qu'on aura SS. Mais maintenant, dû au défaut de production, il y aura juste un gène qui sera muté. Voilà, donc ça peut être si l'hémoglobine était constituée des gènes AA, voilà, ça sera juste un gène AS d'une seule hémoglobine. C'est pour ça qu'on l'appelle mineur, parce qu'on dit que ça n'a pas vraiment de conséquences réelles et graves sur la santé en fait. Parce que le taux d'hémoglobine est normal, c'est juste très légèrement plus bas que la moyenne. Voilà, maintenant dans la thalassémie intermédiaire, les 2 gènes bêta sont altérés, mais ils permettent tout de même la fabrication de l'hémoglobine en quantité réduite.
Les signes apparaissent souvent ici après l'âge de 2 ans, parfois même plus tard. Et ici, ils peuvent avoir aussi des anémies comme nous qui peuvent être aggravées ou au début ça peut être bien géré, mais ça peut aussi s'aggraver avec le temps. Maintenant, la forme la plus grave, c'est-à-dire la forme majeure, est encore appelée anémie de Kouler. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Et ils surviennent lorsque les deux gènes bêta sont altérés et maintenant ça limite carrément la production d'hémoglobine. Et ici, ils ont à peu près les mêmes manifestations que les SS, genre ils ont de l'anémie sévère, voilà, leurs yeux l'ictère, les yeux deviennent jaunes. Ils sont sensibles aux infections aussi. Les manifestations apparaissent chez ces gens-là entre 6 et 12 mois, voilà. Donc c'est quand même très tôt quand même. Maintenant, il y a des formes que la majorité des gens connaissent quoi. Le trait drépanocytaire. Le trait drépanocytaire, c'est juste quand une seule mutation existe sur l'une des chaînes bêta. C'est juste ça. L'une des chaînes bêta, c'est-à-dire l'une des hémoglobines quoi. Voilà, du coup, on peut se référer aux formes principales de drépanocytose, c'est-à-dire les formes SS, SC, S-bêta thalassémique, pour en tirer en fait leurs traits. Ça veut dire qu'il y aura des traits AS, des traits AC ou des traits bêta thalassémiques. Voilà. Ces sujets ne sont surtout pas anémiques, ils ne font pas la maladie, ils ont juste ce gène en eux, vous voyez, et le risque c'est pour leur descendance en fait. C'est ça en fait les principaux types de drépanocytose. Certainement il y en a encore plusieurs et je pense que j'ai déjà eu vent de plusieurs autres types de drépanocytose, mais il faut que j'approfondisse ma connaissance sur ça encore et que je sache mieux de quoi il s'agit, du pourquoi, du comment. Mais ces trois types là, ce sont des types principaux, c'est-à-dire qui arrivent majoritairement aux drépanocytaires. Voilà. On arrive à la dernière partie de cette vidéo, c'est de savoir comment compter, comment croiser si c'est qu'on possède le trait là en tant que personne voulant enfanter. Du coup, je vais vous mettre la photo. Je vais pas que vous mettre la photo du SS général, mais je vais vous mettre la photo de tout ce qu'on a, de tous les types dont on a parlé aujourd'hui. À travers cette photo, vous voyez, vous pouvez maintenant voir les différents croisements. Je vais expliquer en vite fait. On a le premier cas, le cas 1 pour un couple AA. AS. Je vous ai expliqué cette histoire de gènes là, voilà, ces différents hémoglobines. Donc on va dire que ça se situe en 4 hémoglobines qui vont se partager. Maintenant sur 4 enfants, la première chaîne de l'hémoglobine A va s'allier à la première chaîne de l'autre parent de l'hémoglobine A et c'est ça qui va donner AA en fait. Le second enfant, il va prendre l'autre gène de son parent qui est totalement en santé, AA, et la seconde chaîne de son parent qui est AS. Et c'est ça qui va donner AS. Vous voyez un peu, parce qu'on ne peut pas répéter les mêmes chaînes. C'est ça qu'on appelle sonder en fait les pourcentages. Vous voyez un peu. Pour le troisième enfant, il sera également totalement en santé. Il aura pris le gène A de son premier parent et la chaîne A aussi de son second parent. Et pour l'autre, il aura pris le gène A et le gène S. Voilà. Donc ils ont 50% de possibilité de faire des enfants AS et 50% de possibilité de faire des enfants totalement en santé AA. Maintenant, pour le couple AS-AS, là, ça devient un peu plus compliqué parce que c'est ça qui donne généralement les SS. Le premier enfant peut être totalement sain, le second enfant peut être AS, le troisième enfant peut aussi également être AS et le quatrième enfant généralement peut être SS. Donc il y a 25% de chances d'avoir un AA, 25% de chances d'avoir malheureusement des enfants drépanocytaires. On descend au couple AS-AC, on croise le gène A du premier parent au gène A du second parent, c'est ça qui donne le premier AA. On croise le gène S du premier parent au gène A du second parent, c'est ça qui donne AS. Le troisième enfant, on a croisé le gène A du premier parent au gène C du second parent et c'est ça qui a donné le gène AC. Et le quatrième enfant, on a croisé le gène S du premier parent au gène C du deuxième parent. C'est ça qui a donné le SC. Comme dans le deuxième cas, il y a 25% de cas d'avoir un enfant totalement bien, 25% de chances d'avoir un enfant AS, 25% de chances d'avoir un enfant AC et 25% de chances d'avoir un enfant SC. Le dernier cas, couple AS et A bêta thalassémie. Le premier enfant, d'habitude, va donner AA. Voilà, il est en santé. Le deuxième enfant, AS. Le troisième
troisième enfant, on le croise et quand on croise, parce que regardez bien aussi les flèches, quand on croise un A bêta thalassémique et le quatrième enfant, il sera S bêta thalassémique. Voilà. Pour ceux qui aiment les tableaux au lieu des dessins, voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous préférez les tableaux. Là, je vais vous mettre le lien pour directement accéder au tableau, si c'est mieux pour vous. Mais moi, personnellement, les images parlent plus que les tableaux pour moi. Du coup, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous aurez pu en tirer beaucoup de choses et pas commettre des inutiles erreurs. Voilà. D'ici, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!